Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Dans cette émission, je vous propose de faire la connaissance d'Amandine Tiberghien, qui est maître d'ouvrage d'un projet qui s'appelle La Montagne. C'est un projet de 9 logements dans un ensemble de 2 bâtiments qui doit être rénové. Ce sont des logements qui se veulent intergénérationnels. Ils ont voulu aller assez loin également dans la rénovation pour qu'elle soit saine et durable. On va découvrir ça en détail tout de suite. Je m'appelle Amandine Tiberghien et je suis l'une des maîtres d'ouvrage. Nous sommes au total 9 maîtres d'ouvrage, 9 familles qui vont un jour habiter au 94-96 avenue Slex. On a acheté en 2019. On est au départ 4, puis 5 à acheter le bâtiment, à payer une espèce de garantie quant à l'achat. Et puis quelques mois passent. Et avant de faire l'achat de la totalité, de payer la totalité, on est enfin 9 pour pouvoir se permettre d'acheter. 9 familles, ça veut dire beaucoup de choses. Dans les 9 familles, il y a une femme seule de presque 80 ans et il y a une famille avec 4 enfants, il y a des Allemands, des Français. Il y a beaucoup de diversité en fait dans cet habitat groupé. L'habitat groupé, c'est une nouvelle manière d'habiter la ville en fait. C'est une manière de prendre soin des autres au travers de l'habitation. Et c'est ça qui a séduit ma famille en tout cas. D'une part, c'est une manière de prendre soin des âgés comme de prendre soin des plus jeunes. Et c'est ce qui fait partie spécifiquement de ce projet, c'est l'intergénérationnel. Puis l'autre chose, c'est que si j'avais pas fait ce projet à plusieurs, j'aurais jamais eu les moyens de me payer un jardin à Bruxelles par exemple. C'est parce qu'on achète à plusieurs, donc on achète chacun un petit bout de jardin, qu'à la fin on a un vrai jardin à Bruxelles. Quand on l'a acheté, l'ancien propriétaire, il avait un projet pour faire 14 appartements, quelque chose comme ça. Il y avait une procédure de permis qui était en cours. C'est ce qui a permis aux personnes qui avaient envie de l'acheter, mais de l'acheter divisé. Et donc chacun bénéficie de l'abattement et ainsi de suite. Ça, c'est une partie de l'histoire de l'habitat groupé, mais quand on l'a visité, en fait, c'était pour partie des ateliers dans un bâtiment arrière. Il y avait une cour avec un bâti dedans aussi. Et puis il y a un bâtiment avant qui avait pas mal de cachets. Une cage d'escalier assez spécifique avec une baie vitrée en toiture qui amène plein de lumière au cœur du bâtiment. Des boiseries à de nombreux endroits qui étaient d'origine. Il y avait aussi une certaine identité dans l'alignement des façades. Et donc c'est ça qui nous a tous séduits, où on s'est dit il y a quelque chose de beau à faire. Dans le bâtiment avant, il y avait des habitations qui étaient louées. C'était pas du marchand de sommeil, mais c'était quand même pas toujours de qualité. Dans le bâtiment arrière, c'était des ateliers, c'était plutôt de la logistique, du stockage. Il y a eu une histoire industrielle, il y a eu une industrie d'éponges, une fabrication de carrelage ici. On a voulu construire ici une habitation de qualité, et de qualité pour les humains qui allaient y vivre, mais aussi pour l'environnement dans lequel on se trouvait. Ça implique quoi? Ça implique d'avoir une réflexion sur essayer de garder tout ce qu'il y a sur le chantier, tout ce qu'il y a pendant la durée de vie du bâtiment dans le bâtiment, parfois à d'autres endroits. C'est-à-dire que si on démonte une cheminée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le marbre de la cheminée? Ah tiens, un meuble de salle de bain. Si on démonte une gîte qui faisait partie d'un ancien plafond, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec cette gîte si on ne sait plus l'utiliser pour la remettre ailleurs dans le plafond? D'abord, une réflexion sur l'usage des matériaux sur place, et puis après, essayer de trouver des matériaux de récupération ailleurs dans Bruxelles. Il y a certains des cohabitants qui font des tours des chantiers pour récupérer les déchets de chantier. Et par exemple, il y a l'isolation de l'intérieur d'un appartement qui va se faire uniquement en isolant de récupération. Et une fois qu'on a épuisé ces sources-là, alors on va plutôt dans des matériaux locaux, de qualité en termes environnementaux, c'est-à-dire par exemple de la terre crue pour faire des sols ou les murs, c'est-à-dire de la fibre de verre pour isoler les façades. C'est avoir une réflexion écologique une fois qu'on n'a plus la possibilité de faire de la récupération. On avait aussi des ambitions en termes de biodiversité, en fait, ce qui demande une certaine réflexion et puis parfois des moyens supplémentaires. Quand on se lance dans des choses aussi expérimentales, on prend un certain risque et il faut limiter ce risque, surtout que tout le monde n'a pas les mêmes moyens dans l'habitat groupé, on ne peut pas faire prendre des trop gros risques à certains. Et Renolab, c'est une manière de faire qui nous permet d'expérimenter et c'est ça qui est chouette. Et donc on se tourne vers Renolab au moment où on est sûr
qu'il y a des choses qu'on va devoir expérimenter, on n'est pas sûr du futur qu'ils auront. Et on veut limiter le risque financier qu'on fait prendre aux cohabitants. Donc par exemple, dans le bâtiment arrière, on a l'opportunité de faire une grande toiture végétalisée de plus ou moins 180 m². Elle va être composée pour partie de panneaux solaires permettant de fournir de l'énergie, mais aussi d'une toiture expérimentale en termes de végétalisation. On va confronter 4 substrats, donc 4 matériaux pour faire la terre, entre guillemets, pour voir comment ils réagissent en termes de biodiversité et en termes d'isolant acoustique et thermique. Donc ce qu'on va faire, c'est pour partie, ça va être de la terre qu'on aura récupérée, mélangée à différentes choses. Il y a une partie où ça sera du concassé, aussi avec de la terre. Il y a une partie où ça sera de la roche volcanique. Et puis une partie où on va mélanger l'ensemble. Et on va voir quels entomophones, quels petits insectes vont venir s'installer et quel impact ça a à l'intérieur quand un avion passe. On sait aujourd'hui qu'il va y avoir des changements climatiques. On ne sait pas comment les toitures vont réagir en termes de captation d'eau, etc. Et c'est le bon moment pour l'expérimenter, vu qu'on est dans cette période de transition, de sorte à, par la suite, mettre en place des primes pour des choses qui sont vraiment au service de la collectivité. Si on offre des primes pour des toitures qui font que 10 cm, pour que dans 5 ans, on passe notre temps à les arroser, ça n'a pas de sens. Ici, on a l'opportunité, on avait l'envie d'expérimenter des possibilités pour adapter les politiques publiques par la suite. Des portes cochères comme il y a dans ce bâtiment ici, c'est quelque chose qui est à plein d'endroits en région de Bruxelles-Capitale. Mais nous, on veut expérimenter ici un projet de location de stationnement cycliste en collaboration avec Parking Bruxelles dans la porte cochère. On va voir quels dispositifs sont possibles pour veiller à la sécurité des habitants, pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité, mais en même temps mettre une partie de cet espace au service de la collectivité pour de la mobilité douce. Et il y a plusieurs projets comme ça qui vont se déployer ici, de sorte à voir ce qu'on peut faire pour les habitants, mais aussi au service de Bruxelles. Quand on veut conserver des choses pour repenser leurs usages par la suite, ça nécessite d'avoir de l'espace, de ne pas vouloir tout de suite évacuer, d'avoir une bonne gestion en termes d'arrivage de containers et d'évacuation des containers. Et ici, nous, on a rajouté un challenge supplémentaire. On a dit, et dans la mesure du possible, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent ? Et l'entrepreneur, en fait, ça implique de sa part de constamment s'adapter. Et il n'a pas toujours la possibilité, en termes de personnel, en termes de sécurité, c'est des gros enjeux pour lui. Et donc tous ces challenges, on les posait aussi à un entrepreneur, et ça, c'était une vraie difficulté. C'est pour ça que c'est aussi intéressant Renolab, parce que ça propose aux entrepreneurs d'être accompagnés pour ces questions-là. On s'est adressé à une première équipe d'architectes qui malheureusement n'avait pas les compétences pour nous accompagner valablement dans nos ambitions en fait, et qui était encore en train d'apprendre et qui n'a pas vu venir l'ampleur et l'envergure des défis auxquels nous on avait envie de se frotter. On avait besoin de gens plus expérimentés et donc à un moment on a mis un terme à la relation qu'on avait avec les premiers architectes pour se retourner vers d'autres architectes qui avaient plus de compétences. Pas mal de cohabitants, de futurs habitants d'ici, ils avaient vraiment un attrait pour l'eau. Ils s'inquiétaient de l'avenir de l'eau en région de Bruxelles-Capitale. Ce qu'on a voulu construire ici, c'est non seulement une récupération des eaux de pluie, avec un usage des eaux de pluie, mais aussi de tout ce qu'on appelle les eaux grises. Les deuxième et troisième cycles de machine à laver, l'eau de la douche. Il y a tout un tas d'eau qu'on utilise une première fois et qu'il y a moyen de réutiliser une autre fois, voire une troisième, voire une quatrième, et ainsi de suite en fait. Et d'essayer de fonctionner un maximum en circuit fermé et de prendre le moins d'eau potable possible et le moins d'eau qui nécessite tout un traitement à la collectivité. Et donc ici, il y a un système de récupération des eaux grises, un système de récupération des eaux de pluie et un petit peu d'eau potable qui devra quand même venir. Et tout ça est partagé et collectivisé en fait. Les eaux de récupération sont collectivisées à l'échelle de tout l'habitat groupé. À terme, dans un monde merveilleux, ça sera collectivisé à l'échelle de tout un quartier, comme c'est en train d'être pensé pour les panneaux solaires. Et aujourd'hui, il y a différents dispositifs progressivement qui se développent pour les panneaux solaires. On a bon espoir que ça se développe aussi pour l'eau. Dans la seconde partie de l'émission, je vous propose un tutoriel qui vous explique pourquoi c'est important la biodiversité en ville. Et ce tutoriel vous est expliqué par Steven Beckers, qui est expert en économie spiralée chez Beaupro.
La biodiversité au sein des villes est loin d'être un gadget. Elle est en fait très très importante parce qu'elle est le refuge de la biodiversité qui en général a été détruite autour des villes à cause de la monoculture, des pesticides. Le miel est plus riche en centre-ville qu'il n'est dans les campagnes. Ça a été prouvé en Hollande avec des études très très sérieuses. C'est quoi ajouter de la biodiversité? Bien sûr, c'est des toitures vertes, ce sont des nichoirs, ce sont des nids pour les chauves-souris, pour les chiroptères. C'est aussi tout ce qui est pollinisateur, terriblement important. S'il n'y a plus de pollinisateurs, on n'a plus rien à manger dans quelques années. Favoriser la biodiversité, c'est finalement la renforcer, créer des couloirs. Couloirs de biodiversité, c'est des couloirs verts, des couloirs bleus, c'est-à-dire des couloirs où on retrouve les cours d'eau, des mares, des étangs. Les couloirs bruns, c'est ce qui se passe dans le sous-sol, c'est des vers de terre et un tas de vie bactérienne qui est dans les racines des plantes. Et puis, ne pas oublier aussi le couloir noir, qui est de respecter finalement la vie nocturne des animaux, éviter de créer de la pollution lumineuse nocturnes comme on l'est dans les villes et qui font qu'on ne voit plus les étoiles. Les oiseaux ne voient plus non plus leur sommeil persister. Ce sera tout pour cette émission, mais j'ai une exclusivité pour vous sur le site archiurbain.be, un portrait engagé de Salima Kuen, qui est responsable du département Research and Innovation chez Assar. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Archi-Urbain sur BX1. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.